Bonjour à tous. Je me présente, c'est Laurence Tisdale. Je suis un scientifique qui étudie dans la science, un baccalauréat en agriculture, une maîtrise en phytotechnie, et je suis chrétien. Et je suis intéressé à la question, comme vous l'êtes sûrement, la question de la science et la foi. Et je remercie Théovox de me donner cette opportunité d'exposer le sujet pour faire une comparaison entre l'évolution et la création. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'émotivité, hein? Surtout parce que c'est pas nécessairement basé sur des faits, mais sur des croyances. Et on va explorer cette partie-là du sujet en question. On va découvrir des évidences en faveur d'un modèle créationniste, et on va aussi parler, probablement dans un deuxième volet, sur les arguments que les évolutionnistes vont amener pour appuyer leur théorie et comment on y répond. C'est quoi la vérité? C'est sûr que chaque personne a sa vérité, mais on va essayer de faire ça d'une manière la plus scientifiquement possible. J'aime commencer avec une question telle que c'est quoi cet organisme-là que vous voyez à l'écran? On sait bien, c'est un ornithorynque. Donc, un ornithorynque est une créature très spéciale. Elle a le peau d'un loup, queue d'un castor, des pattes palmées. Elle pond des œufs et elle allaite ses petits. Voyons, c'est comme si le créateur aurait pris tout ce qui restait sur les étagères, l'a mis ensemble et voilà l'ornithorynque. Et ma question toujours pour mes amis évolutionnistes, c'est explique-moi l'ornithorynque. C'est pas ma théorie de dire que l'ornithorynque est arrivé par hasard. Mais si vous allez dire que tout est arrivé ici par hasard, par des mutations, par la sélection naturelle, alors vous avez besoin d'expliquer l'ornithorynque. Et dans 25 années, j'ai jamais eu d'explication pour l'ornithorynque parce qu'il défie l'explication évolutionniste. Alors, pensez-y. Quel est l'ancêtre? On a multiples choix. C'est-tu le canard? C'est-tu le loup? C'est-tu le castor? Je ne sais pas, il y a beaucoup de choix. Et de toute façon, ces fossiles ne sont pas dans la bonne place. Donc, ça reste une question et j'aime poser ces questions-là pour nous faire réfléchir. Parce qu'au fond, je n'ai pas toutes les réponses. Mes collègues évolutionnistes n'ont pas toutes les réponses. C'est pour ça qu'on est dans la science. C'est pour découvrir. Et moi, je trouve que je suis en train de découvrir qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que le Créateur a fait, les merveilles de qu'est-ce qu'il a fait. Il y a un verset dans Romains 11, 3 qui dit « Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science, sa connaissance. » Alors, c'est sûr que nous, on est en train de découvrir qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans la création pour un créationniste. Souvent, on a cette idée que la création, c'est une croyance, ou le créationnisme, c'est une croyance, et l'évolution, c'est de la science. Donc, création, croyance, et il faut le dire de nos jours que si vous êtes croyant, vous êtes considéré des personnes non éduquées en général. Vous êtes une personne qui ne se fie pas à la science naturaliste. Vous êtes une personne qui fait fi des faits, et vous dites je crois, indépendamment de ce qui se trouve de la réalité. C'est ça qu'on présente dans les revues, dans les journaux, c'est comme ça qu'on nous présente. Mais ce n'est pas de tout vrai. On va découvrir pourquoi ce n'est pas vrai. Et l'idée que l'évolution est égale à la science, ça aussi, c'est problématique. Pour comprendre pourquoi, il faudrait qu'on commence à comprendre c'est quoi la science et comment la méthode scientifique fonctionne. Pour commencer, la façon que c'est supposé fonctionner, c'est comme ceci. On fait une observation. On observe quelque chose dans la nature. Et après, on va faire une théorie pour essayer d'expliquer qu'est-ce que nous observons. Okay? Disons, une pomme tombe d'un arbre, comme Isaac Newton. Bon, une pomme tombe d'un arbre. Pourquoi la pomme tombe de l'arbre? Pourquoi il ne monte pas dans les airs? Pourquoi il ne flotte pas? Donc, un scientifique va regarder, ou n'importe qui va regarder, il va se demander comment on peut expliquer cela. Donc, on va faire des théories. On va faire « moi, je pense que c'est ceci ». Quelqu'un d'autre va dire « moi, je pense que c'est ceci ». Et après ça, d'une manière scientifique, on va faire des tests. On va faire des prédictions avec notre théorie et on va faire des expériences. Donc, notre théorie va dire « si je fais ça, c'est pour ça que la pomme tombe ». Ensuite, je vais faire une expérience et si mon expérience démontre multiples fois que ma théorie et mes prédictions sont vraies, alors là, on a quelque chose de fiable dans la science.
Alors, ça, c'est la façon que c'est fait. Le problème, c'est que beaucoup de fois, on commence avec la théorie et on va essayer de chercher des observations au lieu de commencer avec des observations puis ensuite faire la théorie. Et quand on commence avec une théorie et on va chercher des observations, on va fausser nos observations pour défendre notre théorie. Et donc, la science devient imprégnée de philosophie, de croyances. Qu'on soit évolutionniste ou créationniste, on a le même défi. Alors, c'est important de reconnaître quand on est en train de parler d'une hypothèse, une théorie, d'une observation, d'un fait, il faut différencier tout ça et comprendre quand on est dans un camp et quand on est dans l'autre. Alors, voilà comment c'est supposé fonctionner. Juste un point concernant la différence entre une théorie et une loi. Souvent, on m'a dit que une loi, ça prouve quelque chose. Le problème, c'est que dans la science, où une loi, disons, est plus forte qu'une théorie, et on va dire l'évolution, c'est juste une théorie. Mais non. Dans la science, la théorie, c'est le plus avancé qu'on peut l'être. La loi fait partie des bagages que nous avons pour comprendre notre théorie, pour comprendre, pour valider notre théorie. Mais ce n'est pas plus haut qu'une théorie. Je comprends la confusion, mais la réalité, c'est qu'une théorie, c'est le plus haut qu'on peut avoir dans la science, et une théorie peut changer parce qu'on va découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvel, qui va faire que notre théorie va falloir le modifier. Donc ça, c'est pour expliquer ce côté-là. Donc la théorie de l'évolution, ça peut être expliqué comme ceci. Si on regarde Charles Darwin, il dit « Tous les êtres vivants qu'on retrouve sur la Terre sont le produit d'une longue série de transformations biologiques, de changements qu'on appelle évolution. » Notez que l'évolution doit toujours être progressive. Donc, on doit toujours avancer sur ce qui était avant. Ça doit s'améliorer, si vous voulez. De cette manière, Darwin a expliqué la diversité des espèces vivantes et leur métamorphose en d'autres espèces. Donc, la théorie de l'évolution, on commence avec l'hydrogène. Puis j'ai même entendu Dr. Hubert Reeves dire que l'hydrogène a la capacité innée de devenir humain parce que pour lui, l'hydrogène, le gaz incolore, va devenir, et très léger, va devenir humain en 15 milliards d'années. Alors, ça, c'est l'évolution peut-être cosmique et plus grande, mais si on parle d'un niveau biologique, on va parler que les premiers, il doit y avoir des molécules non vivantes, comme des protéines et des acides aminés qui doivent se mettre ensemble pour éventuellement devenir une bactérie. Disons, cette bactérie, cette protiste, changerait. Donc, la bactérie va changer sur une période de 3,8 milliards d'années à être un humain et plein d'autres vies qui nous existent. Donc, on aura toujours cet ancêtre commun à partir duquel les transformations graduelles sont devenues toutes les autres branches de vie qui existent avec beaucoup de temps. Et c'est toujours et uniquement par des causes matérielles. Très important, il n'y a pas de miracle dans l'évolution. Il n'y a pas de surnaturel dans l'évolution. Il faut que tout soit explicable par des causes matérielles. Alors, c'est un des défis qu'on a dans la science parce que un scientifique, c'est un chercheur de vérité. On devrait être un chercheur de vérité. Alors, il cherche à découvrir qu'est-ce qui est vrai. Si la vérité nous amène vers une conclusion métaphysique, surnaturelle, qu'on aurait été créé par quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas analysable dans un laboratoire, alors ça, c'est la vérité. Ça ne devrait pas nous choquer, ça ne devrait pas nous causer de problème. Mais en réalité, beaucoup de scientifiques veulent que toute leur réalité soit capable d'être analysable dans un laboratoire d'une manière scientifique. Moi, je ne crois pas que c'est réaliste, mais c'est ce qu'ils tentent de faire. Et la théorie de l'évolution est une manière d'englober tout ce qui est la vie biologique et de dire, voilà, on est capable d'expliquer tout sans créateur, qui était un des motifs de Darwin. Donc, les mécanismes pour l'évolution, c'est la sélection naturelle et la mutagénèse. Donc, on va expliquer plus tard c'est quoi. Vous avez tout entendu ces mots-là, les mutations génétiques. Il y a même des films qui sont faits là-dessus, etc. On va expliquer plus en détail parce que c'est important de bien comprendre ces mécanismes-là et leur force et leur faiblesse. Il y a deux modèles dans l'évolution, parce que là, on compare les théories de l'évolution avec la création, mais à l'intérieur des évolutionnistes, il y a deux courants de pensée.
La première, c'est ce changement graduel. Petit à petit, la bactérie va devenir un humain ou le grenouille va devenir un prince sur 150 millions d'années. Il y a aussi une théorie qui saute, qui s'appelle néo-darwinienne. Donc, la théorie évolutionniste néo-darwinienne, néo veut dire nouveau, hein? Donc, il va faire que tout reste pareil pendant des longues périodes de temps, et là, soudainement, quelque chose arrive dans une population très isolée qui va forcer un changement rapide qui ne laisse aucun fossile. Donc, on va découvrir est-ce que c'est une théorie qui est valide ou qui vraiment défend, est-ce qu'on peut défendre cette théorie-là scientifiquement? On va regarder ça plus tard. Mais c'est les deux modèles qu'ils ont, graduel ou par saut, mais il faut comprendre que même quand il y a des sauts, il y a un certain niveau de changement, c'est juste qu'au lieu de le faire lentement, ils le font très rapidement. Donc, il y a deux autres termes qu'il faut se rappeler dans la théorie de l'évolution. Et j'espère que vous n'êtes pas tous ça fait beaucoup de science. Mais oui, on va parler de science et vous pouvez toujours reculer la vidéo puis l'écouter une deuxième fois. Donc, deux autres mots dans notre vocabulaire que nous devons nous souvenir, c'est le macro et micro. On est tout commun avec un microscope. D'ailleurs, sur la table, vous voyez que j'ai un microscope ici dans le coin. Microscope, ça veut dire qu'on va aller voir dans le micro, dans le petit. Macro, c'est dans le grand. Alors, qu'est-ce qui arrive qui est intéressant? C'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle la microévolution. Pour un évolutionniste, c'est le changement à l'intérieur des espèces. Donc, vous avez différentes sortes de chiens. Dans la famille canine, par exemple, vous avez des loups, des chiens, des jacals, des renards. Okay? Toutes sortes d'animaux canins qui viennent d'un ancêtre commun. Pour eux autres, c'est de la microévolution. Et honnêtement, comme créationniste, on est d'accord. À part du fait qu'on ne croit pas que c'est une évolution, on dit que c'est une adaptation. C'est ce qu'on appelle la dynamique des populations. Donc, sur ce point-là, il n'y aura aucun argument parce que nous l'observons. Nous voyons les différentes sortes de chiens. Nous voyons les différentes sortes de vie à l'intérieur d'une espèce. Remarquez que la Bible, elle dit que tout reproduit d'après sa sorte, en Genèse 1. Toutes les espèces vont reproduire d'après leur sorte. Donc, il y a une limite. Une grenouille ne peut pas devenir un prince parce qu'il y a ces limites qui arrêteraient ce changement-là selon le modèle créationniste, selon Dieu, et même selon la microévolution. Mais les évolutionnistes vont dire que des petits sauts, des petits changements, et pas des sauts, des petits changements vont devenir des grands changements avec assez de temps. C'est là qu'on a un désaccord. Nous disons qu'il n'y a pas de macroévolution. Parce qu'ils disent, ouais, mais ça prend plus de temps. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas l'analyser dans un laboratoire parce que ça prend trop de temps. Si vous ne pouvez pas l'analyser, alors ça doit être votre croyance et non de la science. Votre théorie. Pas basée sur les observations parce que personne n'a observé une grenouille changer en quoi que ce soit d'autre. Alors, c'est bien important de savoir qu'il y a des choses dont on est d'accord avec l'évolutionniste et des parties de sa théorie qu'on n'est pas de tous d'accord. Okay? Donc ça, c'est important de comprendre la différence. Quand on discute avec quelqu'un qui croit dans l'évolution, il faut parler la même langue. Il faut qu'on parle les paroles qui ont le même sens. Ça peut être un défi, des fois. Donc, juste pour finir, où est l'homme dans tout ça? L'homme, pour la théorie évolutionniste, n'est qu'un animal. Il n'est pas plus spécial que ton chien. D'ailleurs, je me souviens d'un article en Québec Science où est-ce que Stephen Gould, un grand évolutionniste de l'université Harvard, avait dit « c'est juste une chance, un hasard que tu n'es pas ton propre chien ». Alors c'est vrai, et naturellement, il y a toutes sortes de problématiques autour de ça en termes de moralité et loi, etc. Qui a le plus de droits, les animaux, les humains, etc. Mais principalement, il faut reconnaître que la vision du monde évolutionniste, c'est que l'homme fait juste partie de la création, même la Terre comme planète n'est pas spéciale. Pour eux, il doit y avoir plein de terres partout dans l'univers où est-ce qu'il y a de la vie. Juste récemment, on a découvert qu'il y avait des tempêtes de sable sur une lune de Saturne, Titan. Et soudainement, les journalistes parlent de vie. Attends là. Là, ils ne parlent même plus d'eau. Ils parlent juste de tempêtes de sable entourées du gaz méthane, puis ils disent
Ah, il y a sûrement de la possibilité d'avoir de la vie. Depuis quand une tempête de sable produit de la vie? Je veux dire, c'est vraiment extrême qu'est-ce qu'on voit dans les journaux, où est-ce qu'ils disent n'importe quoi va produire de la vie. Mais toute cette idée-là vient de ces racines de la théorie d'évolution qui dit on est arrivé ici par des processus naturels, donc la vie peut apparaître par ces mêmes processus ou des processus similaires dans une autre place dans l'univers. Malheureusement, hein, pour les évolutionnistes, on n'a pas trouvé d'autres planètes bleues comme la Terre. On n'a pas trouvé les conditions nécessaires et, comme je vais vous montrer, je ne crois pas que c'est même possible que l'évolution produise la vie. Donc, on va parler sur l'origine de la vie. On va... donc, juste en parlant de l'origine de la vie, on va dire comment est-ce que les évolutionnistes expliquent l'origine de la vie? Très important. Parce que quand un créationniste parle avec un évolutionniste, des fois, on n'est pas capable de se comprendre. C'est comme si on parle deux langues. Et la raison, c'est que l'évolutionniste, il va parler sur les origines des choses et l'évolutionniste, il va parler sur la transformation de ce qui existe déjà. Donc, moi, je vais dire, ma question aux évolutionnistes, c'est explique-moi comment on arrive à une cellule vivante. Et eux, ils vont dire, oui, mais l'évolution, c'est à partir de la cellule vivante, puis après. Oui, mais vous avez besoin d'expliquer d'où ça vient, la cellule vivante. Et vous avez besoin d'expliquer d'où ça vient l'origine des yeux. Et vous avez besoin d'expliquer l'origine des ailes sur les insectes et sur les chauves-souris, le vol, et plein d'origines qu'on fait abstrait. Mais on ne doit pas faire abstrait à ça. Dans nos écoles, on nous enseigne, jusqu'à aujourd'hui, l'expérience de Stanley Miller pour expliquer l'origine de la vie pour les évolutionnistes. C'est une expérience faite en 1957, donc ça fait bien longtemps. Et son idée, c'était de mettre les matières premières ensemble, des molécules pour faire des acides aminés qui peuvent peut-être plus tard faire des protéines qui sont la base naturellement de l'ADN. Donc, les acides aminés sont à base de l'ADN qui vont produire des protéines. Alors, ça, c'était son idée. Il a mis les protéines dans un bocal avec de chaleur, il y a des éclairs, c'est chaud, c'est de l'eau bouillante, et là, il a dit qu'il avait créé quelques acides aminés, et que donc la vie serait possible. Bon, la vie, c'est beaucoup plus que quelques acides aminés. En fait, il a produit du goudron. Je ne sais pas si quand vous êtes en train de conduire sur la route, vous voyez le goudron à terre et vous dites « Ah, tiens, la vie est en train d'apparaître. » Probablement pas. Alors, lui, c'est ça qu'il a fait, et le problème, c'est qu'il avait une trappe, une place où est-ce qu'il fallait retirer les échantillons. Pourquoi? C'est très simple. On prend une parenthèse pendant un instant. Quand j'étais jeune étudiant dans la résidence à l'université, je suis sûr que je suis le seul d'avoir fait ça. Des fois, je ne lavais pas ma vaisselle de cuisine jusque pour la semaine. Puis là, rendu la fin, il n'y en avait plus dans les placards, il fallait le laver. Et si j'avais mangé des œufs plus tôt, puis je n'avais pas rincé bien l'assiette, mais vous pouvez imaginer, c'était comme du ciment collé sur l'assiette. Alors, comment on fait pour enlever les œufs d'une assiette? C'est l'eau chaude. Pourquoi l'eau chaude enlève les œufs de l'assiette? Parce que l'eau est un solvant. Il dissout, il défait les molécules. Alors, la pire place pour créer des molécules, ce serait dans l'eau bouillante, parce que l'équation est en train de faire l'inverse et de détruire tous les acides aminés qui sont créés. Justement, c'est pour ça qu'il fallait qu'ils mettent un robinet et une trappe pour retirer ce qui était dans l'échantillon, sinon, il allait s'auto-détruire. Pas très prometteur comme modèle pour l'origine de la vie. En plus, en enlevant l'échantillon qu'ils avaient créé, des quelques acides aminés, en enlevant, mais là, il n'y avait plus d'énergie pour continuer l'équation, c'est fini. Et ils n'ont rien d'autre parce qu'ils montrent encore ce modèle-là de nos jours dans nos écoles comme exemple de l'origine de la vie. Mais on est très, très loin, on a du goudron, puis on est très loin de l'origine de la vie, et voilà quelques raisons. Il y en a d'autres raisons, mais on n'ira pas plus en complexité que ça. Il y a d'autres raisons pourquoi ça ne fonctionne pas, ce modèle-là. Donc, je vais faire une citation. J'aime ça citer des somnités. Moi, je ne suis pas une somnité nécessairement dans un domaine quelconque, donc on aime faire référence à des personnes qui le sont. Et souvent, je cite des évolutionnistes qui parlent de leur propre théorie. Par exemple, Sir Fred Hoyle. Sir Fred Hoyle, qui est un astronome assez connu, mathématicien.
Et il a dit ceci, la notion que les biopolymères et qu'un code fonctionnel, comme l'ADN, pourrait être le fruit du hasard dans une soupe organique est simplement de la folie. C'est honnête. Est-ce qu'avec ça, Fred Hoyle est devenu créationniste? Non, il a écrit un livre qui s'appelle L'évolution de l'espace, où est-ce qu'il propose que la vie n'a pas eu ses origines sur Terre, il a eu ses origines à une autre place, puis ça a été ensemencé ici par des extraterrestres. Il faut aller loin, parce que quand on est sur une autre partie de l'univers, une autre partie de l'espace, par des extraterrestres qu'on n'a jamais vus, est-ce qu'on est encore dans la science ou est-ce qu'on est dans la croyance? Je propose qu'on est rendu dans la croyance. Michael Denton, qui n'est pas évolutionniste, mais qui était un professeur à l'Université de Berkeley, il a écrit un livre qui s'appelle « L'évolution, une théorie en crise ». Ça fait bien longtemps, il a écrit quelques livres depuis, mais dans ce livre-là, il dit « Si nous considérons comment certains scientifiques décrivent la soupe prébiotique, ce mélange de molécules initiales pour faire des acides aminés, dans leur discussion sur l'origine de la vie, comme un fait, il est plutôt surprenant de constater que son existence ne repose sur aucune évidence concluante. Aucune. Pourtant, on l'enseigne à tous nos enfants. Wow. Quand même. Alors, la théorie de l'évolution, c'est cette idée. On commence avec l'hydrogène. Des milliards d'années plus tard, on a l'humain, toutes sortes de vies, et on a la sélection naturelle, mutagenèse comme mécanisme. Il y a une possibilité pour eux que ce soit graduel ou que ce soit par saut, néo-darwinisme. Et concernant les origines des choses, en fait, ils n'ont pas vraiment de réponse concernant les origines. OK? Les évolutionnistes, par contre, ils croient à leur théorie, sans l'évidence. Alors, Dr. Cyril Barrett, qui était à l'Université Laval avant, il a pris sa retraite, il va dire d'abord, l'évolution n'est pas seulement une théorie, c'est un fait. Mais un fait. Un fait, c'est quelque chose qu'on peut observer, toucher. J'ai ici un fossile d'un poisson. Ça, c'est un fait. On peut le toucher. Est-ce que l'idée que des grenouilles peuvent devenir des princes, c'est un fait? Quelle partie de l'évolution est un fait? Il dit d'ailleurs, aujourd'hui, aucun biologiste, c'est ça qu'il a écrit dans son livre, Le miroir du monde. Il dit qu'aucun biologiste, j'aime ça quand il dit ça, il englobe tout là au complet, aucun biologiste raisonnable. Ça veut dire que si je ne suis pas d'accord avec Dr. Cyril Barrett, je ne suis pas raisonnable. Et vous non plus, apparemment. Qui croit que la vie n'a pas d'histoire. C'est-à-dire que les espèces auraient été créées instantanément par une intervention surnaturelle. Il dit, il n'y a aucun biologiste raisonnable qui croit dans la création. OK, c'est faux, premièrement. Oh, en tout cas, il va éliminer plein de doctorats en biologie qui croient justement que la vie a été créée. Mais pour lui, c'est une façon de faire fi de tous les arguments des créationnistes en disant « Mais personne qui est raisonnable va croire à ça. » Donc, je me présente irraisonnable pour Dr. Cyril Barrett. Par contre, Dr. Richard Dawkins, qui est un professeur à Oxford, bien connu, un athée très connu, il dit comme un préface d'un livre de biologie, « La biologie est l'étude des choses compliquées qui ont l'apparence d'avoir été conçues pour un but. » Attends, on va lire ça lentement. La biologie, pour Dr. Dawkins, est l'étude des choses compliquées qui ont l'apparence d'avoir été conçues pour un but. Ma question, c'est, s'ils ont l'apparence d'avoir été conçus pour un but, est-ce que c'est irraisonnable de suggérer qu'ils ont été conçus pour un but? Je crois que c'est l'évidence même. Mais, voilà leur manière. Ils vont dire, « Ah, ça a l'air d'avoir été créé, mais c'est pas vraiment créé. » Et on va vous expliquer comment ça a juste l'air, mais c'est pas vraiment. OK? Ça, c'est la théorie évolutionniste. Comme je vous dis, l'évolution devient alors une croyance, parce qu'on ne peut pas le montrer dans le laboratoire, l'évolution. C'est pour ça que quand je suis avec des évolutionnistes, je demande toujours la même question. Comment? Explique-moi comment. C'est à vous d'expliquer ta théorie. Moi, j'ai une explication. Ma théorie est simple. Des vaches produisent des vaches, des lamas produisent des lamas, des singes produisent des singes, et des humains produisent des humains. Heureusement. Sinon, quand une femme rentrait dans l'hôpital à voir quelque chose, elle fermait les fenêtres parce qu'elle ne saurait jamais qu'est-ce qui sortirait. Mais non, les humains ont toujours des humains. Ça, on est capable de l'observer.
Mais l'idée qu'on va changer d'espèce, qu'on va devenir quelque chose de différent avec le temps, ça, on ne l'a jamais observé. Et donc, c'est une croyance. Et même des évolutionnistes, par exemple, Michael Ruse, qui avant était professeur à l'Université de Guelph, maintenant je crois qu'il est à l'Université de Floride, il était spécialisé dans la philosophie des sciences. Il est spécialisé dans la philosophie des sciences. Il est un évolutionniste. Il dit ceci: l'évolution est élevée par ses partisans au-dessus de la simple science. Elle est véhiculée comme une idéologie, une religion séculière, un choix au même titre que le christianisme, avec un sens et une morale. L'évolution est une religion. Je le cite. C'était le cas au début et perdure jusqu'à maintenant. L'évolution a donc pris naissance en tant qu'idéologie séculière comme substitut, écoutez-moi, comme substitut explicite du christianisme. Oh! Il faut se poser la question, est-ce qu'on peut être un chrétien et croire à l'évolution? Pour un évolutionniste comme philosophe, comme Michael Ruse, il dit non. C'est un substitut du christianisme. Intéressant à réfléchir sur ce point. Donc, l'évolution, c'est une croyance. Et c'est pour ça que les discussions concernant l'évolution et la création sont si émotives. C'est pour ça qu'on est si pris par nos opinions. Parce qu'au fond, ce n'est pas basé sur des faits. La création à 6 jours, je le crois parce que la Bible en parle. Mais j'ai pas d'image qui a été faite par Dieu ou Adam ou quelque chose pour te dire, voici, au moins, j'ai quelques preuves. Non, non, non. J'ai une preuve indirecte, si vous voulez, des évidences indirectes, où est-ce qu'on peut voir la téléologie, où est-ce qu'on peut voir l'évidence d'un artiste, l'intelligence, etc., dans la nature, mais je n'ai pas été là pour l'observer. Et les univers, ça ne se crée pas tous les jours. Alors, c'est une croyance, je l'admets. Mais donc, cette idée que création est égale à croyance, oui. Mais l'idée que l'évolution est égale à science, non. L'évolution était aussi égale à une croyance qui est un substitut explicite du christianisme. Parlons quelques instants sur la création. Donc, j'ai fait un petit survol sur l'évolution. On va prendre un petit survol sur la création et après, on va rentrer dans quelques arguments en faveur d'une création, arguments scientifiques. Le premier verset de la Bible, c'est Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est un énoncé très scientifique dans le sens que on parle de au commencement, le Créateur existe avant le commencement, il créa les cieux et la terre, donc il est la source de toute la création. Et étant la source de toute création, il est la source de l'origine de la vie biologique. Alors le principe directeur de la théorie créationniste est d'expliquer, donc la raison d'être de la théorie créationniste, c'est d'expliquer l'origine. Souvenez-vous, on a parlé de la différence entre le changement graduel et l'origine. L'origine de la complexité et de l'organisation fonctionnelle de l'univers et de la vie par une cause intelligente plutôt que par le hasard. Donc, la création, on fait des observations, on observe qu'est-ce qui nous entoure en termes biologiques, on dit « Hey, c'est pas mal complexe ». Puis on va dire « on dirait que ça a été fait pour un but ». Les abeilles, les fleurs, notre capacité de manger, des cycles d'eau, toutes sortes de choses qu'on pourra parler, le nombre d'or, toutes sortes d'équations dans l'univers qui semblent être très spécifiques, qu'on ne peut pas changer, on change un petit peu, puis il n'y a rien qui fonctionne. Ça semble avoir été planifié avec intelligence. Moi, je dis que ce n'est pas semblé, c'est parce que ça a été planifié avec intelligence. Donc, c'est ça la théorie de création. Contrairement à cette idée de changement graduel, on va dire, non, les choses ont été créées, les sortes de vie ont été créées telles quelles, et il y a eu si vous voulez, une microévolution, nous on appelle ça l'adaptation, depuis, et que c'est beaucoup moins de temps. Là, une grande partie des créationnistes, pas toutes, mais une grande partie des créationnistes croient que la Terre a juste moins que 10 000 ans. Ils ont des raisons de croire ça, avant que vous vous dites « Oh, c'est impossible. » Attends, ils ont des raisons, mais ça sera peut-être une autre émission plus tard. Pour le moment, on va concentrer sur le fait
qu'on doit expliquer. On doit arriver avec une explication pour l'origine de ce qui nous entoure et non juste arriver avec un modèle qui dit « une fois que vous avez l'origine, on va le changer après ». Alors, le modèle créationniste biblique, c'est long. Il y a plusieurs points qu'on pourra dire, grosso modo, à très haut niveau. Les formes de vie ont été créées instantanément. Ils vont rester à l'intérieur, donc des reptiles restent des reptiles, la famille des chevaux va rester des chevaux, par exemple. Toutes les espèces vont se reproduire d'après leur sorte. Quand ils vont arriver sur la Terre, ça va être fertile. Donc, il n'y aura pas de champ. Le champ, c'est plus fertile avant que maintenant, en fait, dans le modèle créationniste biblique. Vous avez l'homme et la femme qui sont créés en même temps. Donc, dans les 6 jours de la création, 6e jour, les animaux et l'humain arrivent, mais l'homme est différent des animaux dans le sens que le Créateur va insuffler un esprit en eux, ils vont être différents. Alors, il y a vraiment une différence. L'homme n'est pas un animal, il fait partie de la création, mais il n'est pas animal dans le modèle. Il y a aussi, l'homme est unique, donc. La mort serait le résultat de désobéissance de l'homme. Donc, la mort et la souffrance, c'est le résultat de désobéissance de l'homme et la femme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Et ensuite, il y a eu des catastrophes, d'autres catastrophes, à part de celle-là, qui impliquent le tour de Babel et le déluge global, le déluge de Noé. Et quand on parle de l'environnement, il y a un grand changement d'environnement avant le déluge et après le déluge, qu'on voit dans les fossiles. Donc, la plupart des fossiles, une bonne partie des fossiles, en tout cas, sont avant le déluge, pendant le déluge, je devrais dire. Sont pendant le déluge et peu de temps après. Et après ça, on a des fossiles qui sont plus modernes. Naturellement, on n'est plus en train de parler de millions et de milliards d'années. On va parler spécifiquement sur ce point-là un peu plus tard, mais je veux juste donner un survol très, très haut niveau, à 10 000 pieds, là, survol du modèle créationniste. Donc, finalement, si on veut faire 2 équations pour expliquer l'évolution et la création, on pourra le dire comme ceci. Dans l'évolution, on a la matière, M, énergie, E, T, temps, et ça donne la vie. La création, on a aussi matière, énergie et temps. Ça va bien? Sauf qu'on ajoute une intelligence pour organiser la matière, l'énergie, le temps. Et là, on a la vie. Mais c'est toute la différence. Il faut, pour que ça fonctionne, je vous donne un exemple. J'ai commencé mon doctorat à UQAM il y a bien des années. Je l'ai pas fini parce que j'étais engagé comme professeur et ensuite je suis allé en informatique. Mais cela étant, j'avais commencé. Pour être accepté, il fallait démontrer qu'est-ce qu'on allait faire de nos 4 années. Comment on allait organiser notre matière, notre énergie, notre temps pour s'attendre à avoir un résultat durant notre doctorat. Donc, ça prend de l'intelligence. C'est comme ça qu'on travaille d'une façon fonctionnelle. On ne s'attend pas que sans intelligence, quelque chose de compliqué et organisé, fonctionnel, va apparaître par hasard. Et pourtant, on enseigne à nos jeunes que c'est comme ça que la vie est apparue, qui est beaucoup plus complexe que tout ce qu'on a pu créer sur la Terre. Alors, dans notre première partie, on a regardé est-ce que la création, c'est vraiment une croyance et l'évolution une science? Et on a montré que l'évolution, c'est aussi une croyance. On a parlé aussi sur la question de comment on peut décrire l'évolution, comment on peut décrire la création, et une sorte d'équation très simpliste. Matière, énergie, temps égale vie pour l'évolution, et pour la création, matière, énergie, temps et intelligence pour organiser tout ça pour faire la vie. Dans la prochaine émission, on va parler de 4 arguments basés sur des faits concrets scientifiques, des lois scientifiques, qui appuient le modèle créationniste et que j'utilise souvent dans mes discussions avec les évolutionnistes et dans mes débats dans les universités. On est en train de commencer ici un 2e volet. On a fait une première partie où est-ce qu'on a parlé sur c'est quoi l'évolution, le modèle évolutionniste, le modèle créationniste, et on a parlé d'une équation pour les décrire. Maintenant, on va rentrer dans les détails de comment on peut appuyer le modèle créationniste avec des faits scientifiques. Donc, ça serait basé sur l'observation pour démontrer que la théorie est vraie et non de commencer avec une théorie et finir avec les observations. 4 points qu'on va regarder sur l'origine de la vie. 4 lois, 4 constats dans la science qui appuient
le modèle créationniste. Parce que les évolutionnistes vont dire, ah, vous faites juste critiquer l'évolution, mais qu'est-ce que vous avez à présenter? Mais je vais vous présenter 4 points qui appuient le modèle. Premier point, la loi de la biogenèse. Deuxième point, ça va être la deuxième loi de thermodynamique. Le troisième point, l'origine de l'information. Et le quatrième point, la complexité irréductible. Vous dites, ouf, c'est beaucoup de choses. En fait, c'est très, très simple. On va l'expliquer, vous allez voir, vous allez tous comprendre. C'est un niveau de science qui est très simple. Mais avant ça, on va se poser la question que les philosophes ont perdu de leur sommeil depuis des millénaires. La question, qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule? Ah, ça, c'est la question ultime. On finit même des films avec ça maintenant. L'œuf et la poule. J'étais dans une réunion d'affaires, puis on dit « Ah, mais c'est la question de l'œuf et la poule. » Et dans ma tête, je suis en train de penser « C'est-tu la bonne question? Qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf et la poule? » Si vous êtes autour de gens, je vous dis « Levez votre main, qui croit que c'est l'œuf qui est venu le premier? » Et là, levez votre main, qui croit que c'est la poule? Mais en fait, la réalité, c'est qu'une poule, moi je viens d'une ferme, donc un œuf tout seul, ça fait rien. Une poule peut pondre un œuf, c'est vrai, mais l'œuf devient rien à moins qu'il y ait un coq. Ah oui, on est important, on est utile à quelque chose, nous les mâles. Donc, vous voyez, on a besoin poule et coq pour faire un œuf qui va faire quelque chose. La question n'est pas qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule. La question est simplement d'où vient la poule et le coq. Point. Et comme créationniste, c'est pas un problème. Mais ce qu'on est sûr, c'est que les premiers poules et coqs ne sont pas venus d'œufs. Ça, on est sûr. Alors maintenant, vous pouvez dormir en paix. Merci. Vous pouvez écrire à Théovox et les remercier pour le fait qu'on a solutionné cette énigme philosophique qui date de millénaires. Continuons. Dans la question de l'origine de la vie, quand on parle de biologie, on a cette citation de Cyril Barrett, qu'on va mettre à l'écran, qui est ceci. « L'essence du fait de l'évolution est que la vie a émergé imperceptiblement de la matière non vivante et que par la suite, les espèces se sont transformées et ont émergé les unes et les autres, à partir des autres, par un processus naturel. » Reculons un peu. C'est une phrase du livre « Le miroir du monde » par Dr. Cyril Barrett, et pourtant, il fait un énoncé très étrange ici. Il parle du fait de l'évolution. On sait déjà qu'il croit que c'est un fait. Il le rementionne ici. Mais il dit que la vie, cellule vivante, a émergé imperceptiblement. Si c'est imperceptible, est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut l'observer? Est-ce qu'on peut faire de la science? Imperceptible veut dire, c'est imperceptible, on ne peut pas le voir. Je commence à aller dans le monde philosophique, là. La vie a émergé imperceptiblement de la matière non vivante. Non vivante? Attends. Niveau secondaire, on apprend que la matière non vivante, si c'est non vivante, ça reste non vivante. N'est-ce pas? Là, on recule loin. Là. On recule dans les années 1668. C'est assez loin pour comprendre ce concept-là. En 1668, Francisco Redi a démontré que la viande qui est laissée à l'air n'est pas en train de transformer en ver puis en mouche, parce que quand on l'isole, on le protège des mouches qui sont autour, disons, il n'y a rien qui va apparaître à part du fait qu'il va pourrir. Donc, il n'y a pas de vie qui va apparaître de la viande. Donc, c'est le début de ce qu'on appelle la loi de la biogenèse, qui est la suivante. La vie vient de la vie. Je vais le répéter, c'est très important. La vie vient de la vie. Donc, la vie ne vient pas de la matière non-vie, non-vivante. Wow! C'est énorme! On vient juste contredire depuis 1668 une phrase qui est dans un livre qui a été écrit en 2001 par Dr. Barrett. Avant Francisco Redi, on pouvait dire, voici une équation pour créer la vie. On prendra des sous-vêtements qui sentent. On les met avec des enveloppes de blé dans un récipient ouvert. On laisse le tout pendant 21 jours. Et qu'est-ce qui arrive 21 jours après? Une famille de souris qui va apparaître de nulle part. Mais non, si on ferme le récipient, il n'y aura pas rien qui va arriver. Donc, vous voyez la problématique, c'est qu'il faut contrôler l'environnement. Et là, on aperçoit, la vie vient juste de la vie. Le grand scientifique Louis Pasteur
a continué les recherches sur ce point-là et a publié en 1859, la même année que Darwin a publié L'origine des espèces, la première édition, Louis Pasteur en France, en Paris, il démontre que ce modèle-là, que cette loi-là, la loi de la biogenèse, la vie vient de la vie, est valide aussi au niveau microbiologique, donc au niveau des bactéries. Parce qu'on commençait à avoir des microscopes qui étaient meilleurs, on voyait la vie bactérienne, on ne savait pas que c'était à l'intérieur, mais on voyait que c'était quoi. Et là, il dit, mais non, s'il n'y a pas de vie, ça ne deviendrait jamais vivante. En fait, je peux vous donner des bactéries mortes et vous n'êtes pas capable de les ressusciter. Puis tous les morceaux sont là. Donc, la vie prend la vie. La loi de la biogenèse, vous avez déjà assez, juste avec ça, c'est assez pour défaire toute idée que la première cellule est arrivée par des manières naturelles. C'est fini. Mais on va continuer. Donc, le deuxième point, c'est la deuxième loi de la thermodynamique. C'est deuxième, c'est comment on peut se rappeler, c'est la deuxième, mais c'est quoi thermodynamique? Mais divisez le mot un peu, puis on va voir que thermo, on a des thermos, qu'est-ce qu'on fait dans le thermos? On met du café, pourquoi? Parce que ça garde au chaud. Donc thermo a du rapport avec la chaleur. Dynamique, c'est le mouvement. Hein? Pensez à un enfant de 4 à 6 ans, ça bouge tout le temps. Donc thermodynamique. Alors, il y a des lois autour d'expliquer le mouvement de chaleur dans l'univers. Et ce qu'on remarque avec le mouvement de chaleur et toute équation, c'est qu'il y a perte de chaleur. En fait, si je vous montre une maison, la maison va aller toujours dans un sens avec le temps. Il va dégrader. Vous pouvez dire que votre corps aussi vont dégrader avec le temps. C'est tout à cause de la méchante deuxième loi de thermodynamique. Vous êtes en train de vieillir à cause de la deuxième loi de thermodynamique. Okay? Chaque réaction qui se fait dans votre corps, vous avez même besoin des enzymes pour essayer de ralentir cette loi-là puis pour qu'on puisse continuer à survivre. Parce qu'on voit comment le corps se décompose rapidement quand quelqu'un meurt. Alors, cette loi est partout dans l'univers. Sir Isaac Asimov, il va le décrire comme ceci. C'est un athée, c'est un évolutionniste, mais il va décrire la deuxième loi comme ceci. Et je crois que c'est une bonne description. Il dit, on pourra également formuler la deuxième loi ainsi. L'univers est de plus en plus désordonné. Vu sous cet angle, cette deuxième loi peut s'appliquer à nous-mêmes. En fait, il suffit, dit Isaac Asimov, de ne rien faire et tout se détériore, s'effondre et s'use tout seul. C'est là l'essence même de la deuxième loi. C'est clair. Tout va vers le désordre. En fait, quand mon fils, quand il était ado, a pris cette loi-là, il m'a dit que c'est la raison pourquoi sa chambre était en désordre. C'était parce que c'est une loi universelle. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais vous l'accélérez d'une manière exponentielle. Mais cela étant, nous, on nous apprend à aller à l'inverse de cette loi de thermodynamique. Il y en a des personnes qui vont dire que cette loi s'applique seulement dans un système fermé. Qu'un système ouvert, ça veut dire où est-ce qu'on pourra remplacer l'énergie qui est perdue par d'autres énergies, ferait que la deuxième loi ne s'appliquera pas. Okay. Premièrement, ce n'est pas complètement vrai. La deuxième loi s'applique en tout temps. La question, c'est est-ce qu'en remplaçant l'énergie, on a assez pour contrefaire qu'est-ce que la deuxième loi cause, cette perte d'énergie. OK, donc on a perdu de la chaleur utile. En remettant de la chaleur, est-ce qu'on est rendu à la même place qu'avant? Généralement, non. Je peux vous donner un exemple. On vieillit, donc on vieillit, nos cellules vieillissent, on a des plis, on a des rides, etc., toutes sortes de changements physiologiques dans notre corps avec le temps. Si je m'approche du soleil, j'aurai beaucoup plus d'énergie. Mais est-ce que je vais arrêter de vieillir? Non, je vais cuire. Donc, c'est très important de faire la différence. Juste avoir de l'énergie de l'extérieur, ça aide rien. Et de toute manière, si on considère l'univers dans sa totalité, c'est un système fermé. Parce que c'est tout ce qui existe. Donc, oui, au niveau physique, plus au niveau minéral, on peut avoir des exemples où est-ce qu'on va chercher de l'énergie pour contrefaire, mais très différent la vie minérale et la vie biologique. C'est pas la même chose de tout. Donc, deuxième loi de thermodynamique. En fait, on dit, Sir Arthur Eddington, il va dire ceci, cet astrophysicien, il dit, si l'on découvre que votre théorie ne respecte pas la deuxième loi de thermodynamique,
Je ne peux vous donner d'espoir, elle est vouée à l'échec et à l'humiliation la plus profonde. Pourquoi c'est important? La création, on commence avec perfection et on diminue à partir de la perfection. Donc, on commence ordonné, on s'en va vers désordonné, exactement comme la deuxième loi va dire. L'évolution, on a besoin de commencer avec le désordonné, l'hélium, et arriver à l'humain qui est l'extrême ordonné. C'est l'inverse. La deuxième loi va défier chaque étape, tout le long. Pourquoi proposer un modèle qui va à l'encontre des bases de la science pour expliquer la vie? Pour moi, c'est pas logique. C'est pas rationnel. Donc là, nous avons vu 2 points qui touchent à la question qui appuie la création. La vie vient de la vie, la loi de la biogenèse. La deuxième loi de thermodynamique, tout va vers le désordre. Là, on va regarder une troisième. Cette troisième, je l'appelle l'origine de l'information. La vie est faite d'informations. En fait, comme quelqu'un qui est dans la génétique, il va dire, vous êtes juste l'expression de vos gènes. Et d'un certain point de vue, c'est vrai. Il y a des variations face à l'environnement et l'épigénétique, mais ultimement, c'est vos gènes qui dictent comment vous avez l'air. Ces gènes sont de l'information. C'est vraiment comme un code informatique, un programme informatique qui dit commence à coder là, finis de coder là, et là, prends ça, amène-le au part, puis le recoder. La façon que ça fonctionne dans la cellule, vous avez le fameux code ADN en 2 morceaux qui va s'ouvrir avec un enzyme. En fait, il y a plusieurs machines pour faire ça, qui vont s'ouvrir. Il va copier une image miroir parce que lui, c'est dans le noyau. Il va sortir l'image de qu'est-ce qu'il a besoin. Comment il sait qu'est-ce qu'il a besoin, ça c'est toute une autre histoire. Mais il va sortir cette partie de code, besoin pour une protéine, disons, pour une partie de ton nez. Je ne sais pas. Et il sort du noyau, et là, il va falloir qu'il soit... Donc, il y a une sorte de messager qui va l'amener. Et après ça, il faut qu'il soit transformé pour que ce code soit transformé dans une protéine. Tout ceci implique plusieurs moteurs et machines, facilement 7 à 10 machines, pour être capable de faire ça. Même le noyau a un contrôle. Quand il arrive au contrôle, il ferme, il accepte juste que si c'est la bonne chose qui passe. Il y a 3 systèmes pour corriger le code, pour pas qu'il change, pour essayer de corriger les erreurs, pour pas avoir de mutation. Et on arrive et on va produire la protéine et on va l'acheminer à la place nécessaire dans le corps pour éventuellement réparer ton nez, par exemple. Alors, l'information a toujours une source de l'extérieur. L'information initiale. On peut le comparer à un CPU. Le cerveau d'un ordinateur, il faut qu'il soit précodé. Sans ça, ton ordinateur, il ne fait absolument rien. C'est tellement critique, cette question d'où vient l'information, que c'est clé, qu'on va vite comprendre que c'est clé à la question de d'où vient la vie. Parce que la vie, c'est l'information. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer d'où vient l'information, votre théorie, elle ne tient pas debout de tout. Quand on a un auto, il y a une certaine quantité d'informations. On peut enlever des parties. Mais on sait que j'ai jamais vu une auto, un moteur, qui se crée tout seul. Il a été créé. L'information vient de l'extérieur du moteur. Vous me suivez? Juste comme notre code génétique, le code doit venir de l'extérieur du système. Comme créationniste, je dis, mais c'est normal. C'est un créateur qui a créé ce code-là, qui l'a écrit et a créé la première cellule. Là, ça fonctionne. Mais de dire que le code génétique s'est créé lui-même, wow! C'est comme dire que le papier et l'encre qui font la base d'une revue sont responsables pour qu'est-ce qu'on lit dans la revue. C'est un journaliste. C'est pas réaliste. Donc, on a déjà passé 3 points. On va faire le 4e. C'est le dernier des points qu'on va faire aujourd'hui sur la question de les concepts scientifiques qui appuient la création. Donc, la première, si vous vous souvenez, c'était la loi de la biogenèse, la vie vient de la vie. Deuxième loi thermodynamique, tout va vers le désordre. Troisième, d'où vient l'information? Et ça vient toujours de l'extérieur du système. Comme un programmeur qui fait un programme, un code. Dernier, c'est la complexité irréductible. Donc, si je vous montre ce diapo, on voit une maison, un gratte-ciel, et je vous demande, qu'est-ce qui est plus complexe? La maison, la gratte-ciel?
Il y en a qui vont dire maison, il y en a qui vont dire gratte-ciel. En fait, c'est probablement le gratte-ciel, parce que c'est comme multiples maisons et qui crée une complexité en soi-même qui est supérieure à celui de la maison. Et normalement, les gens sont capables de comprendre ça sans aucun cours universitaire. On est préprogrammé pour reconnaître le créateur dans sa création, si vous voulez, ou la signature d'un créateur. On est préprogrammé. On n'a pas besoin d'un cours spécial. On peut, si vous savez, aux États-Unis, vous avez vu la falaise où est-ce qu'ils ont comme sculpté 4 têtes de présidents. Je pense qu'il y en a une tête qui a été endommagée, mais voilà. Il y a, disons, 4 têtes. Quand vous passez en train, vous voyez ça. Vous vous dites jamais, oh, quelle belle formation géologique qui a pris des centaines de millions d'années à former pour faire exactement 4 têtes comme des présidents des États-Unis. Non, non, non. Vous savez tout de suite que l'intelligence a façonné les roches pour donner des faces humaines sur les roches. C'est simple. Donc, on est préprogrammé pour reconnaître le Créateur. C'est une des raisons pourquoi la Bible dit en Romains 1 qu'ils sont donc inexcusables, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Créateur, ils ont adoré la création au lieu de le Créateur, ou la créature au lieu de Créateur. Donc, parce qu'on a été créé pour reconnaître le Créateur et d'avoir une relation avec lui. C'est quoi la complexité biologique? Vous voyez à l'écran, à gauche, une trappe à souris complexe, puis à droite, une trappe à souris beaucoup moins complexe. Hein? Un chat comparé à une souris d'ordinateur. Donc, on va regarder les trappes à souris. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'ici, j'ai une trappe à rat. Et dans cette trappe à rat, on a quelques morceaux. On a tige, ressort, la clampe, on a le morceau de bois, on a peut-être la place pour l'appât. Et ceci va attraper des rats ou des souris. Il n'y a personne qui va suggérer que ces 5 morceaux sont arrivés ici par hasard avec beaucoup de temps. Non, ils vont dire que ces quelques morceaux, parce qu'ils sont interdépendants et fonctionnels, sont le résultat d'intelligence. Si on enlève la planche, ça ne fonctionne pas. Si on enlève la tige, ça ne fonctionne pas. Si on enlève le ressort, ça ne fonctionne pas. On n'attrapera pas la souris. D'ailleurs, pour moi, c'est une grande énigme. Comment mes amis évolutionnistes peuvent dire que 6 morceaux, ça c'est intelligence. Des trillions de morceaux, ça c'est par hasard. 6 morceaux, c'est intelligent, mais des trillions, 1000 milliards de morceaux qui fonctionnent ensemble, système reproductif, vasculaire, musculaire, on peut continuer longtemps, oculaire. Ça, c'est le hasard. 6, c'est intelligence. Trillions, pas d'intelligence. Pour moi, c'est pas logique. On enseigne ça à nos universités, ça fait peur un peu. Tout ça parce qu'on ne veut pas croire, on ne veut pas mettre Dieu dans l'équation. Hein? Donc, on va regarder un peu plus sur le niveau biologique. Ça, c'est une analogie qui fait très facile à comprendre. Mais au niveau biologique, comment on peut parler de complexité irréductible? Une complexité qu'on ne peut réduire et le garder fonctionnel. Bon. Il y a ce qu'on appelle des flagelles bactériens. C'est des hélices sur des bactéries. On peut parler d'un E. coli, une bactérie qui a peut-être 200 de ces hélices qui sont comme des queues qui tournent jusqu'à 100 000 révolutions à la minute et qui arrêtent sur un quart de tour pour tourner dans l'autre sens. C'est toutes sortes de caractéristiques qu'on veut voir. Il ressemble beaucoup à une perceuse qu'on utilisera pour percer, mais le fonctionnement, c'est un peu comme une perceuse. Naturellement, il faut quelque chose pour contrôler les hélices, parce que si vous avez 200, imaginez, c'est un peu comme un sous-marin. Et vous avez des hélices partout, pas juste en arrière. Alors, il va falloir une sorte d'ordinateur, il va falloir un système pour contrôler quelles hélices vont partir à quel moment, sinon vous n'allez pas chercher ce que vous avez besoin d'aller chercher. Et surtout, cette bactérie a aussi ce point-là. Alors, si on regarde, il y a un système de communication dans le réseau, et je vais vous l'expliquer de la manière que ça a été dit en 2005 par Howard Berg. Il dit ceci. Le moteur flagellaire est muni de plusieurs pistons et d'une relation originelle vitesse-torque. Vous dites, vous m'avez déjà perdu. Ah, ça se peut, ça. Et ça va juste devenir plus complexe. Qui aurait imaginé des complexes récepteurs? Il va falloir qu'ils mesurent ce qui est dans l'environnement, qui comptent les molécules et qui effectuent des comparaisons temporelles. L'activation d'un signal diffusible qui coupe les récepteurs avec le flagelle.
un moteur rotatif réversible qui propulse des hélices à vitesse variable, des générateurs de force, des rotors, des arbres de transmission, des bagues et des joints universels, un système d'une sensibilité prodigieuse, dont l'amplification est générée par des interactions récepteur-récepteur. Vous êtes fou, c'est trop. Mais là, on ne parle pas de la bactérie, on parle juste des hélices. Si on veut le mettre plus simple, on peut le comparer comme décrit ici en Nature Science Update. Il dit ceci. Il fonctionne comme un pile, bouge comme une hélice de bateau, possède un engrenage réversible afin de pouvoir tourner dans les deux sens, et c'est sous le contrôle de l'information de l'environnement. Ce sont des fonctions biologiques dans leur forme la plus simplifiée. Il y a déjà 60 morceaux. Attends, c'est la plus simple. Ça veut dire que toutes ces explications super complexes, là, ça c'est le plus simple de ce que je peux vous trouver en biologie. La vie. On est loin de la vie, on est juste en train de parler un petit morceau qui fait déplacer la bactérie. On ne parle pas de la bactérie même, qui est comme une cité, avec des usines, avec des systèmes de déchets, avec des systèmes pour enlever les déchets, des systèmes pour transférer l'information, et c'est des livres complets. Moi, je parle juste de l'hélice, et déjà, c'est une complexité inouïe. Le problème avec ça, c'est qu'on ne peut pas enlever aucun de ces morceaux-là et le garder fonctionnel. Et s'il n'est pas fonctionnel, la bactérie va mourir parce qu'elle n'est pas en train de voyager dans l'environnement pour chercher qu'est-ce qu'elle a besoin pour vivre. Donc, c'est une complexité irréductible. Et quand on a une complexité irréductible, ça veut toujours dire « j'ai été créé ». Toujours. On peut aussi parler de l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie dans la cellule qui est aussi créée par un moteur qui a 9 morceaux. Encore là, c'est un moteur dans la membrane qui contrôle tout. Et l'énigme dans ça, avec l'ATP, c'est que le code génétique a besoin de l'ATP pour être capable de se reproduire, mais l'ATP n'existe pas à moins que le code génétique a créé l'ATP. Donc, vous voyez, il y a une sorte de cercle là. On ne dira pas l'œuf et la poule, vous savez, cette expression-là, on l'a fini. Là. Il n'y a plus d'œuf et poule, poule et coq. Hein? Donc, mais c'est une tautologie, c'est un cycle, un cercle de raisonnement. On ne peut pas avoir l'ATP sans l'ADN et on ne peut pas avoir l'ADN sans l'ATP. La seule conclusion raisonnable, c'est que les deux ont été créés en même temps dans un système fonctionnel de point 0, ça fonctionnait tout de suite. C'est la seule possibilité qui est raisonnable pour l'ATP. Donc, pour conclure, l'origine de la vie, pour le moment, je vais citer Francis Crick, celui qui est un des co-découvreurs de la forme de l'ADN. Il dit ceci. Pour le moment, si nous considérons le nombre de conditions nécessaires pour que la vie prenne naissance, l'origine de la vie a toutes les apparences d'un miracle. Absolument! C'est un miracle. Et mon dernier diapo, je vais mettre une liste, une longue liste de créationnistes qui sont les pères des branches de sciences. Les branches comme l'ichthyologie, l'informatique, chimie dynamique des gaz, minéral optique, thermocinétique, entomologie, électromagnétisme, et je peux continuer. Génétique, astronomie, télégraphe, biogenèse, calculus, gravité, toutes sortes de concepts ont été développés par des croyants qui étaient en train de découvrir la science et la sagesse de Dieu, dont j'ai fait mention au début en Romains 11, 3. Oui, les merveilles de Dieu nous dépassent. Les merveilles du Créateur nous dépassent, mais nous amènent dans une réflexion à considérer comment grand est le Créateur et comment il doit nous aimer pour nous avoir créés, pour être capable de le trouver à travers sa création. Prochaine émission, on va regarder en détail les arguments du côté évolutionniste pour expliquer, pour défendre leur théorie et comment on peut répondre à ces arguments. 2 volets sur la question de l'évolution, création de la vérité. En fait, c'est un sujet tellement grand, on pourra faire 20 volets sur ce sujet-là, mais on va faire juste un autre dans cette série-là. Et beaucoup de gens me demandent, mais comment je réponds aux arguments évolutionnistes? Donc, on se souvient dans la première partie, on a parlé de comment les mécanismes pour la théorie de l'évolution
que c'est l'hydrogène à l'homme ou bactéries à l'homme. Les mécanismes, c'est sélection naturelle et la mutagenèse. Donc, on va explorer ça. On va explorer, est-ce que les mécanismes et les arguments des évolutionnistes appuient leur modèle et comment on répond comme créationniste à ces modèles-là. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a montré? C'est que pour expliquer la question des origines, il faut absolument un créateur. Que ce soit pour l'information, que ce soit pour la première cellule, que ce soit d'expliquer comment l'énergie, la chaleur se perd, etc., la thermodynamique, etc. Il faut un créateur. Mais est-ce qu'il y a d'autres explications pour la transformation? Est-ce qu'on peut encore accepter cette longue transformation des choses? Peut-être Dieu a tout commencé. Peut-être il a commencé l'univers, peut-être il a juste commencé la première cellule, puis la cellule s'est quand même transformée naturellement. Regardons cette question plus proche. Je vais commencer avec 2 versets qui viennent de la Bible. Dans le livre de Proverbes, un livre écrit par un grand sage qui s'appelle Salomon, qui était le roi Salomon, on connaît tout dans nos dictons. Alors, il a dit ceci, « Le manque de science n'est bon pour personne », c'est en Proverbe 19, verset 2. Ça veut dire, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et Proverbe 23, 12, il dit, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science, aux paroles de la connaissance. » Et cette connaissance devrait nous amener plus proche du Créateur et non plus loin. La véritable connaissance, la véritable science va nous amener plus proche du Créateur. Alors, pour commencer, ce qui est important dans le modèle évolutionniste, c'est au fond, la question d'importance, c'est pas d'où vient la cellule, mais d'où est-ce que nous venons. L'évolution et la création ils amènent vers une explication de non seulement d'où on vient, mais où est-ce qu'on s'en va. Et notre importance dans notre présent, notre signification dans notre présent. Alors, au fond, les gens, ils sont beaucoup plus intéressés à savoir d'où est-ce qu'on vient, nous, que nécessairement d'où vient la bactérie. Et on va souvent faire l'emphase sur les singes ou les gorilles. On va dire qu'on a le même ancêtre, qu'on ne viendra pas des singes ou des gorilles, mais qu'on viendra de l'ancêtre. Mais si on regarde, on dit en évolutionnisme, à quoi ça a l'air l'ancêtre? Puis ça a l'air pas mal d'un singe puis un gorille, en tout cas. Ils disent qu'on vient d'un ancêtre commun. Mais en réalité, la théorie de l'évolution, c'est pas qu'on vient des singes, c'est qu'on vient d'un protiste. Alors cet arbre évolutionniste qu'on est habitué à voir, devrait avoir au fond une sorte de bactérie. En fait, si vous faites du scrapbooking, vous savez, les gens qui mettent les photos de leurs ancêtres dedans, si vous êtes évolutionniste, la première page, ce serait une bactérie qui s'appelle le protiste. Ce serait intéressant de voir un scrapbooking évolutionniste. En tout cas, continuons. Alors, les 4 points que nous allons regarder plus près dans ce 3e volet, c'est les évidences et les mécanismes pour la théorie de l'évolution. Il y en a 4. Il y en a 4 majeurs, je devrais dire. Le premier, c'est l'homologie. Ça veut dire qu'il y a une ressemblance entre différents organismes qui, pour eux, pointent vers un ancêtre commun. Ils disent que le registre fossile, la deuxième chose, c'est le registre fossile, que les fossiles vont leur donner la capacité de voir l'évolution, historiquement. Il y a la sélection naturelle, et on va parler beaucoup de bactéries, et les mutations génétiques, c'est plus moderne, parce que dans le temps de Darwin, on ne connaissait pas la génétique. Donc, c'était impossible pour lui de confronter, d'utiliser ça comme mécanisme dans son livre « L'origine des espèces ». Lui, son focus était complètement sur la sélection naturelle. Donc, l'homologie, c'est peut-être le concept qui est le moins familier dans le commun, sur les routes, sur les rues, quand on parle des gens, l'homologie, on ne sait pas nécessairement c'est quoi, c'est plus un concept universitaire, mais je vais expliquer. Vous pouvez voir sur la photo que leur idée, c'est que différents organismes ont des membres qui se ressemblent en termes de squelette. Par exemple, les lézards, grenouilles, oiseaux, chauves-souris, l'humain, le chat et la baleine semblent avoir toutes des structures dans l'avant-membre, donc dans le bras en avant, ça ne marche pas de tout pour en arrière, mais en avant, qui sont similaires. Ils semblent avoir des sortes de doigts. Ils ne sont pas les mêmes longueurs, naturellement, pas toutes faites pareil, mais il y a une sorte de similitude dans cette façon de voir le squelette, qui est réelle. Et donc, l'argument, c'est qu'ils sont similaires parce qu'ils viennent d'une source commune. Donc, cet ancêtre commun sera une preuve pour eux, ou en tout cas une preuve indirecte,
qu'il y a eu l'évolution à partir d'une source commune, d'un organisme initial qui avait ce main ou ce système squelettique similaire. Un des spécialistes de l'homologie, c'est Gavin De Beer. Et lui, il a écrit lui-même dans un article qui parlait de l'homologie, un problème non résolu, il l'appelait. Il dit, parce que l'homologie suggère une lignée issue d'un ancêtre commun, où on pourra croire que la génétique va fournir la clé à ce problème d'homologie. Okay, comment expliquer tout ça? Ça devrait être dans la génétique. Au fond, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Et qu'est-ce qu'il va dire? C'est ici que le choc se produit pour lui. Il dit, parce que les caractères contrôlés par les gènes identiques ne sont pas nécessairement homologues. Donc là, le problème, c'est que physiologiquement, phytotypement, si vous voulez, on a ces squelettes, ces formes d'os qui sont similaires sur différents organismes. Pour que ça soit vrai, il faudrait que ce soit le même gène dans tous ces organismes qui produit l'organe. Mais c'est là que le choc se produit. C'est que ce n'est pas les mêmes gènes pour l'organe qui se produit pareil. Ce qui veut dire qu'il aura fallu que ça évolue génétiquement multiples fois, par hasard. Difficile, très difficile de croire que génétiquement, cet organisme-là, la main ou la palme, etc., a évolué multiples manières à partir de gènes différentes et non d'un seul gène ou groupe de gènes. Alors, ça, c'est un... Est-ce que l'homologie représente vraiment un modèle, un support pour l'évolution? Non. Il ne représente pas un support de l'évolution parce que l'évolution, il faudrait que ce soit le même gène qui produit toutes les formes qui sont pareilles sur ces différents organismes, ce qui n'est pas le cas. Stephen Gould, on a parlé de lui dans la partie 2, Stephen Gould, lui, va dire, partie 1, je veux dire, de Harvard, lui, va dire que l'homologie pouvait être expliquée aussi bien par un créateur qu'un ancêtre commun. Pourquoi? Parce que comment savoir la différence entre un ancêtre commun et un programmeur commun? C'est normal qu'on aurait des ressemblances dans les organismes parce qu'on vit dans le même environnement. Le créateur ne reprogrammera pas nécessairement les façons que les poumons fonctionnent pour tout le monde qui respire de l'air. Donc, on a des choses qui sont communes, pas parce qu'on a un ancêtre commun, mais parce qu'on a un créateur commun. Il n'y a aucune manière de différencier. Donc, dans un sens, l'homologie, ce serait un argument soit neutre pour l'évolution, donc égal, égal, ou soit négatif pour l'évolution quand on regarde le côté génétique où c'est pas le même gène qui produit toutes ces formes-là dans les différentes, tous ces organes-là dans les différentes formes de vie différentes qui existent. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est la question du registre fossile. Les fossiles. On aura cru à regarder les articles dans les journaux et tout ça, que les preuves pour l'évolution, c'est incontestable. On a juste à regarder des fossiles. Ouais. Sauf que Darwin a déjà dit qu'il y avait un problème avec les fossiles. Il a dit, pourquoi si les espèces ont descendu l'une de l'autre par des changements subtils, on ne voit pas les innombrables formes transitionnelles? Ah, les fameuses transitions. Pourquoi la nature n'est-elle pas en confusion au lieu d'être si bien définie en espèces? OK, juste un secret. La raison qu'elle est si bien définie en espèces, c'est parce que le Créateur a dit qu'elle allait reproduire d'après leur sorte. Genèse 1. C'est un secret, dis-le pas trop fort. Mais Darwin il a reconnu qu'il y a un problème avec sa théorie. Il dit, comment on va expliquer ça? Et il a dit que, où sont les transitions? On devrait voir dans le registre fossile, si on veut qu'une grenouille devienne un prince en dehors d'une fable, si on veut il va falloir avoir des grenouilles deviennent quelque chose d'autre. Et il y a une moitié quelque chose d'autre. Vous comprenez, tous ces changements-là, on devrait avoir des transitions. Et Darwin a dit dans son temps, on ne l'a pas trouvé, et il dit, on va le résoudre, on va le trouver plus tard. Mais c'est quoi la réalité de cette situation-là? Là, vous voyez à l'écran les preuves pour l'évolution qui viennent d'un musée en Californie. Et vous voyez des morceaux de bois avec des fossiles dessus. Vous ne voyez pas de date, mais vous voyez des loupes. Et on voit que tous ces morceaux de bois reviennent ensemble vers un ancêtre commun. Donc, ces fossiles sont supposés représenter une évolution dans le temps avec les strates qui représentent l'âge. Donc, la strate le plus bas, ce sera le fossile le plus vieux. Et la strate la plus basse va représenter le fossile le plus vieux. Et en montant, naturellement, la strate le plus jeune va représenter le fossile qui est là-dedans sera plus jeune. Ça, c'est qu'est-ce qu'il vous démontre. Mais la réalité, ça, c'est le message.
Donc, on va parler de phénotypes, on va parler de grandes familles. Donc, on va parler de corail, mollusques, anthropodes, brachiopodes. On va parler de vertébrés et échinodermes. Alors, c'est quoi la réalité? Si on met les âges que les autres disent, c'est pas que je crois dans des millions d'années, c'est que les âges qu'eux ils disent, on a les coraux qui descendent à 440 millions d'années, mais les vertébrés, 450 millions d'années. Oh, ça ne marche pas du tout. Dans la charte, c'est comme ça, 440, 450, mais 450 devrait être ici. En fait, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun lien entre ces organismes. La réalité, c'est comme que la vérité, si vous voulez, c'est qu'est-ce qu'on voit ici. Chaque sorte de vie apparaît soudainement dans le registre fossile et reste telle qu'elle est et éventuellement disparaît sans changement majeur. Cette apparition soudaine est un problème pour les évolutionnistes. La prédiction darwinienne, donc on se souvient, on avait parlé d'observation, théorie, prédiction, expérience. Difficile de faire des expériences sur des fossiles, ils sont morts, hein? On ne peut pas faire grand-chose avec. Mais on peut quand même faire des prédictions avec notre théorie. Donc Darwin, il prédit qu'on devrait avoir une sorte de vie qui devient toutes les sortes de vie. Et ça devrait plafonner à un moment donné basé sur les ressources. Mais la réalité, c'est pas de ça de tout. La réalité, c'est qu'on a beaucoup de sortes de vie et qui diminuent par la suite. C'est comme l'inverse de la théorie. La première explosion dans le registre fossile, où est-ce qu'il y a plein d'organismes qui apparaissent, on appelle ça l'explosion cambrienne. Vous pouvez voir une photo. D'ailleurs, j'ai ici un organisme qui viendrait de cette explosion, qui s'appelle le trilobite. Donc, le trilobite qu'on voit ici, c'est un crustacé et très organisé. Elle a des yeux. Donc, déjà, pour un évolutionniste, cet organisme, qui serait peut-être à 600 millions d'années, cet organisme apparaît soudainement les yeux complètement formés. Donc, il y a déjà un cerveau, déjà des yeux au début. Il n'y a rien de primitif. C'est un organisme complètement fonctionnel. Alors, où est l'évolution? Ça fait partie de l'explosion. Les trilobites sont là. Il y a différentes sortes de trilobites, mais ils sont là au tout début. Je vais remettre mon trilobite. Et on va continuer sur l'explosion cambrienne. Ça vient de ce que vous voyez à l'écran, ça vient d'une page web, Découvrir, évolutionniste, qui parle de l'explosion cambrienne. Et vous allez voir, il dit « L'explosion cambrienne désigne l'apparition soudaine à l'échelle des temps géologiques d'anatomie entièrement nouvelle. » Où est l'évolution là-dedans? Ça ressemble beaucoup à la création, n'est-ce pas? Dr. Ropp, le curateur de géologie du Field Museum of Natural History à Chicago, il dit ceci. Plutôt que de trouver un déroulement graduel de la vie, ce que les géologues de l'époque de Darwin et de notre temps trouvent, c'est un registre très inégal et incohérent. C'est-à-dire que les espèces apparaissent très soudainement dans la séquence des roches et qu'elles démontrent peu ou pas de changement durant leur existence dans le registre et qu'elles quittent abruptement le registre. Attends, ce qu'il est en train de dire, c'est que les fossiles, les organismes, les fossiles arrivent, pouf, comme une explosion, ils sont soudainement là, totalement formés comme mon trilobite, et ils restent comme qu'ils sont, il n'y a aucune évolution, et ils deviennent éteints. Ils disparaissent des strates de roche. Mais où est l'évolution? Il n'y a pas d'évolution là-dedans. Aucune évolution. Et ça, c'est l'épreuve pour l'évolution. David Robb va aussi dire qu'il y a environ 120 ans qui se sont écoulés depuis Darwin, et notre connaissance du registre fossile s'est grandement améliorée. Nous comptons maintenant 250 000 d'espèces fossiles, mais la situation n'a pas beaucoup changé. Ironiquement, nous avons même moins d'exemples de transitions évolutives qu'au temps de Darwin. Donc, les transitions ne sont pas là. Alors, pourquoi dire que c'est normal qu'il n'y ait pas de transition? En fait, si vous vous souvenez, en partie, on a parlé du darwinisme et le néo-darwinisme. Mais le néo-darwinisme est une tentative d'essayer d'expliquer le fait qu'il n'y a pas de transition dans le registre fossile. Et on va parler là-dessus dans quelques instants. Pour compliquer la situation, on a ce qu'on appelle des fossiles vivants. Oh! Donc, la première catégorie, il y en a plusieurs catégories de fossiles vivants. La première comprend des fossiles vivants connus qui n'ont jamais changé. Par exemple, les requins.
sont là dans l'ère secondaire et tertiaire. Ils existent encore actuellement, les pieuvres, les raies. Il y a plein d'organismes qui n'ont jamais changé. Nous, on est supposé être... Il faut se rappeler, là, on dit que les singes sont devenus, ou les ancêtres des singes sont devenus humains pendant les dernières 3 millions d'années. Et pourtant, pendant des centaines de millions d'années, les requins ne changent pas. Pendant 60 millions d'années, les pieuvres ne changent pas. Pendant, je ne sais pas combien, de 40 millions d'années, les raies ne changent pas. Ils apparaissent, puis ils restent comme ils sont. Je trouve ça pas cohérent. On a les grenouilles, comme vous voyez ici. Ils n'ont pas changé. C'est facile à identifier ce fossile de grenouille, et pourtant, ce fossile, il est supposé avoir 100 millions d'années. Aucun changement. On a les salamandres, ils n'ont jamais changé. Et ça peut continuer. En fait, il n'y a rien qui a changé, juste comme les géologues ont dit. Au fond, on ne voit pas l'évolution dans le registre fossile. La deuxième catégorie, et là, je vais aller chercher un autre, un poisson qui est ici sur la table. C'est un modèle de poisson, naturellement. C'est un coélacanthe. Donc ça, c'est des fossiles vivants qui sont retrouvés dans les Cambriens au tout début, pré-Cambrien primaire, et on appelle ça primaire. Ils disparaissent, mais ils sont vivants aujourd'hui. Tout un phénomène. Ça, c'est toute une histoire, ce poisson-là. On croyait que c'était, dans les années 30 et avant, 1930 et avant, on croyait que c'était une transition. On ne savait pas que c'était vivant, on avait juste trouvé les fossiles. Et on croyait que parce qu'il a des membres importants ici, en bas, qui pouvaient monter sur la plage. Vous vous souvenez, les poissons, il faut qu'ils sortent de l'eau. Donc, le poisson va monter sur la plage et devenir un amphibien. Alors, lui, il était en train d'évoluer vers ça. Ça, c'était leur idée. Ils avaient vu juste des fossiles. Quand ils ont finalement trouvé le poisson vivant, à leur surprise, en 1938 et après, et on peut aller sur le site web dinofish.com, dinofish.com, et voir des webcams de ces poissons-là vivants. Non seulement on a découvert qu'il n'avait pas évolué, qu'il n'était pas vraiment un bon candidat pour aller sur les plages, puisqu'il demeure à 300 mètres des profondeurs, puis il ne monte jamais à la surface. 300 mètres, 1000 pieds. Un poisson très complexe avec des organes spéciaux sur leur nez, et il nage comme ça, à la verticale, pour ressentir les proies autour. Donc, ces nageoires ne sont pas de tout pour marcher sur la plage, pas de tout. Ils sont, en fait, pour l'aider à nager sur sa tête, comme ça. Fantastique. L'énigme autour de ce poisson, c'est non seulement qu'il n'a pas évolué, mais pendant 65 millions d'années évolutionnistes, il ne laisse pas de fossiles. Comment il a fait pour laisser des fossiles pendant 300 millions d'années? Il arrête pendant 65 millions d'années, mais il est vivant. Moi, à ce moment-là, je dirais qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'interprétation qu'on est en train d'imposer sur les observations. L'observation, c'est quoi? Le coélacanthe n'a jamais évolué et le coélacanthe n'a jamais été éteint, n'a jamais disparu, et la raison d'être des fossiles doit être erronée de la théorie. Et l'idée qu'ils sont des millions d'années ne peut pas être vraie. Ça, c'est la deuxième catégorie. Il y a aussi, si on va parler de néo-darwinisme, cette idée de comment on peut expliquer qu'il n'y a pas de transition pour un évolutionniste, il y a cette idée que c'est arrivé par saut. Stephen Stanley l'explique comme ceci. Les espèces établies évoluent si lentement que les transitions majeures entre les taxa généraux et supérieurs doivent se produire au sein de petites populations évoluant rapidement qui ne laissent aucun fossile visible. Et ça, on va décortiquer ça un petit peu. Il dit que les espèces établies, ça veut dire que les espèces qu'on voit maintenant, évoluent lentement. Ça veut dire qu'on n'observe pas d'évolution dans les espèces qu'on voit maintenant. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça évolue tellement lentement qu'il n'y en a pas. Il dit donc que les transitions majeures se sont faites rapidement, tellement rapidement dans les petites populations qu'ils n'ont jamais laissé de fossiles. Donc, la raison pour Stephen Stanley, la raison qu'on ne trouve pas de transition, c'est parce que ça a évolué trop rapidement pour laisser des fossiles. Alors, la preuve pour le néo-darwinisme, c'est que j'ai pas de preuve. Ça, c'est un bizarre de théorie. En science, on doit avoir quelque chose à observer. Et pourtant, ici, on est en train de suggérer que la raison que ma théorie est vraie,
c'est que je n'ai pas de preuves. Wow! Là, on vient loin, là. On est loin de la science. On est dans une sorte de croyance quasi magique. Stephen Gould, qui était néo-darwiniste, explique la situation de transition d'une façon très honnête quand il dit ceci. L'extrême rareté des formes de transition est le secret de fabrique de la paléontologie. Ça veut dire qu'on n'en parlait pas trop. L'historique de la plupart des espèces fossiles comprend deux caractéristiques allant à l'encontre du changement graduel, le gradualisme. Un, la fixité. Fixité, fixisme, c'est quelque chose qui ne change pas. Hein? La plupart des espèces ne démontrent aucun changement de direction tout au long de leur durée sur Terre. Dans le registre fossile, leur apparence est à peu près la même à leur disparition. Les changements morphologiques sont habituellement limités et sans direction. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est l'apparition soudaine. C'est exactement ce qu'on a observé. C'est peu importe la zone locale, les espèces n'apparaissent pas graduellement. À la suite de transformations constantes de leurs ancêtres. Elles apparaissent plutôt tout d'un coup et complètement formées. Dans la première partie de cette série sur l'évolution, création de la vérité, on a parlé d'une citation de Dr. Cyril Barrett dans son livre Le miroir du monde. Et dans cette citation-là, si vous vous souvenez, il a parlé de la transformation graduelle vers les espèces qu'on connaît aujourd'hui. Stephen Gould de l'université Harvard, il dit, qui est géologue, c'est Cyril Barrett, et biologiste, Stephen Gould qui est paléontologiste, pas géologue, paléontologiste, il va dire, non, qu'est-ce qu'on observe dans le registre fossile? C'est fixité, les choses restent pareilles, et ils apparaissent soudainement. Bon, pour eux autres, c'est une apparition. Pour moi, c'est une disparition, parce que moi, je crois dans un déluge global qui aurait anéanti les espèces. Mais, indépendamment de ça, pour eux autres, ça ne représente pas la théorie de l'évolution. Le troisième point, on n'a pas de l'homologie, on n'a pas dit le registre fossile. Troisième point, c'est la sélection naturelle. Très populaire, sélection naturelle. On essaie d'expliquer tout avec sélection naturelle. Sauf que, et Darwin a essayé d'expliquer tout avec sélection naturelle, sauf que presque tous les thèses que Darwin a avancées, les scientifiques n'y croient pas aujourd'hui. En fait, Stephen Gould l'a exprimé d'une bonne manière. Il dit, de quel partir peut-on partir de rien et finir avec quelque chose de compliqué si l'évolution doit suivre une série d'étapes intermédiaires, chaque étape étant favorisée par l'évolution? Il dit, on ne peut voler avec 2% d'une aile. Vous voyez, ce changement graduel, ça ne fonctionne pas. Comment, en autre mot, la sélection naturelle peut-elle nous montrer ces petits changements? Il dit, c'est un dilemme. Ben oui, c'est parce que ce n'est pas possible. En fait, la sélection naturelle empire la situation normalement, en termes de qu'est-ce qu'on a, parce qu'on élimine tout le package, tout l'organisme est éliminé. On ne peut pas éliminer juste un gène. On élimine l'organisme au complet. Donc, l'organisme au complet, il n'y a pas juste un mauvais gène, il y a plein de bons gènes, et on vient d'éliminer les bons gènes en même temps que les mauvais, les mauvaises, les bonnes, c'est ça, les mauvais. Alors, regardons les yeux. Les yeux, comment on va faire pour faire apparaître les yeux? On ne peut pas les faire apparaître les yeux un petit peu à la fois. Charles Darwin a écrit au sujet de l'œil, la pensée que la sélection naturelle a pu former un organe aussi parfait que l'œil paraît de nature à faire reculer le plus hardi. Ouf! Il dit, il y a des difficultés. Et là, il a pris 45 pages à essayer d'expliquer comment on a pu avoir l'œil. Mais il commence avec une phrase hyper importante. Et cette phrase-là, c'est ceci, Origine des espèces. Page 206 dans l'édition que j'avais. Nous n'avons pas plus à nous occuper de savoir comment un nerf a pu devenir sensible à l'action de la lumière que nous en avons à nous occuper de rechercher l'origine de la vie elle-même. Oh! C'est super important. Parce que là, il est en train de dire, je mets de côté toutes les problématiques de l'origine du nerf optique ou de l'origine de la vie. Wow, mais c'est la question principale. Comment on fait pour avoir le nerf optique quand il n'y en a pas? Comment on fait pour avoir la vie quand il n'y en a pas? C'est la question que Darwin ne veut pas répondre et il ne peut pas répondre. Et là, il essaie de nous embobiner dans une histoire que une fois qu'on a le nerf sensible, ça peut changer. Ça ne marche pas du tout. Si jamais vous faites une recherche sur le rhodopsin, vous allez voir que c'est excessivement complexe. La rhodopsin du bactérien n'est même pas la même que notre.
On a une situation où est-ce que l'homologie, vous vous souvenez, on a 2 gènes complètement différents pour donner le même organe dans nous puis dans les bactéries. C'est ahurissant la complexité de l'œil. Et Darwin aurait dû dire, je n'ai pas de réponse. Mais finalement, on va finir avec les mutations, qui sont très populaires. Hein? On a des films avec toutes sortes de gens qui ont des mutations, puis là, ils ont des superpuissances parce qu'ils ont des mutations. Ça, c'est le rêve évolutionniste d'avoir des superpuissances à cause des mutations. Mais la réalité, c'est tout autrement. On sait bien que les mutations sont généralement nuisibles. En fait, sont presque totalement nuisibles. C'est la bonne raison pourquoi on se protège du soleil quand on se fait bronzer. Pourquoi on met des plaques de plomb sur nous quand on fait des rayons X chez le dentiste. C'est pour se protéger, pour ne pas avoir des mutations. Si les mutations sont la raison que nous sommes ici, alors amène-en des mutations. Comme fait l'annonce un peu à la maths. Amène-en des mutations, ça va super bien. Non, vous allez mourir des mutations, vous allez crever, fini là. Donc, les mutations, c'est pas un bon mécanisme si c'est un mécanisme négatif, n'est-ce pas? Et l'autre problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable d'ajouter de la nouvelle information. Les virus peuvent prendre l'information qui vient d'un organisme, le couper, l'amener sur un autre organisme. Oui, mais le virus n'est pas en train de décrire le programme. Le programme est déjà écrit. Donc, c'est là que le défi est face à l'évolution, c'est comment on fait pour ajouter l'information. Vous avez un insecte qui n'a pas d'ailes. Il faut mettre les ailes dessus. Oui, mais comment? Comment on va faire ça? Comment on va mettre toute cette information-là d'un coup? 2% d'une aile ne fonctionne pas, moitié d'une aile ne fonctionne pas, des ailes sans programme de vol ne fonctionnent pas, des ailes sans système de circulation ne fonctionnent pas. Bien, ça peut continuer, comme vous pouvez imaginer. Là, on parle d'un petit insecte, disons un maringouin, un moustique. Hein? Comment on va faire pour qu'il puisse voler? Donc, le problème est tout là. Comment on fait pour mettre l'information sur le code? On n'a aucun mécanisme qui écrit de la nouvelle information. On dédouble l'information qui existe. On change, on diminue. On a même un problème de ce qu'ils appellent l'entropie génétique. C'est le problème du fait que chaque génération, on a une centaine de mutations. On accumule une centaine de mutations. Et ils sont neutres ou presque neutres. Mais le problème, c'est que vous les avez, vos enfants héritent ces mutations, et eux, ils vont avoir leur propre mutation, et ça va faire une charge génétique, éventuellement, qui va amener à l'extinction. Alors, sans vouloir être pessimiste, génétiquement, c'est ça. Il y a une raison pourquoi on a besoin d'un sauveur et que Jésus, et qu'il va refaire la terre et refaire la vie. On a besoin d'un nouveau corps, ça c'est sûr. Parce que le corps qu'on a est en train de détériorer, deuxième loi de thermodynamique, et génétiquement aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que, imaginons qu'on a un livre, si je peux faire une analogie, on a un livre où est-ce qu'il y a quelques erreurs sur la page, la page de l'introduction, disons. On fait une édition, et la prochaine édition, il y a quelques erreurs de plus. Mais on est capable de lire, Mais rendu à la 10e édition, ce n'est plus lisible. Et c'est ça qui arrive avec le code génétique, c'est qu'il y a des sections qui ne sont plus lisibles à cause des erreurs qui s'accumulent, et ça amène à une extinction de maladies, etc. Alors, ça, c'est 3 raisons pourquoi les mutations ne peuvent pas être un mécanisme qui va faire qu'une grenouille va devenir un prince, ou qu'un protiste va devenir un humain. C'est pas possible. Et n'oubliez pas, qu'on ne peut pas parler de l'évolution avant la première cellule parce qu'il n'y a rien qui se reproduit. Donc, parle-moi pas de l'évolution en termes de molécules et acides aminés. Il ne se reproduit pas des acides aminés. Il faut le tout, il faut la cellule au complet, fonctionnelle au tout début. Il faut les systèmes interactifs, holistiques pour être capable de faire fonctionner la vie que Dieu a créée. Finalement, et pour conclure, on a même une vidéo là-dessus si vous allez sur notre site créationnisme.com, en français, créationnisme avec 2 N.com, de l'Association de sciences créationnistes du Québec. On a une vidéo qui s'appelle les migrations en termes de les papillons et les chenilles qui font un changement, les chenilles qui deviennent des papillons, donc, qui s'appelle la métamorphose. Alors, ce DVD sur la métamorphose démontre que c'est une autre question. Je me souviens au début, partie 1, j'ai posé la question sur l'ornithorynque, mais là, ma question pour finir, c'est explique la métamorphose. Comment est-ce qu'un chenille peut devenir un papillon? Le chenille
ne mange pas la même chose que le papillon, ne bouge pas comme les papillons, n'arrive pas comme les papillons, et il ne reproduit pas. Il a son propre code génétique, mais il doit aussi avoir le code génétique d'un autre organisme. Donc, il y a comme deux organismes. Il y a l'organisme, le papillon. Papillon, qui va voler, qui va faire des migrations de 5000 km. Papillon, lui, il doit avoir aussi le code pour le chenille. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'au fond, quand on regarde l'évolution de la création, on est forcé à reconnaître que Dieu a fait des choses merveilleuses, qu'on a été créé et qu'en fait, c'est un grand espoir de savoir qu'on n'est pas ici par hasard.